Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au grand rendez-vous annuel de la Banque africaine de développement. Au cours de ce déjeuner, nous allons vous parler de l'activité de la banque, de cette grande institution en 2012, mais aussi de ses projets et de ses priorités sur l'année en cours. Un état des lieux en deux temps. Tout d'abord, une présentation financière, puis nous découvrirons, indicateurs à l'appui, l'impact des investissements réalisés sur le développement du continent. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir chaleureusement Pierre van Petegem, trésorier de la Banque africaine de développement. Bonjour Pierre, installons-nous. Pierre, la question que tout le monde se pose ici aujourd'hui, c'est comment se porte la BAD. Je précise que nous parlons de l'entité du groupe qui emprunte sur les marchés internationaux. Mais très bien, merci. La banque bénéficie d'une excellente solidité financière. D'ailleurs, ce n'est pas seulement moi qui le dis. Toutes les agences de notation, Standard & Poor's, Fitch, Moody's et JCR au Japon, lui confèrent la meilleure note de crédit. 3A, avec une perspective stable. Et qu'est-ce qui justifie ces notes excellentes? Il y a 5 piliers fondamentaux. D'abord, le soutien indéfectible de nos actionnaires dans notre mission de développement du continent. En plus, ce que j'appellerais la valeur de notre franchise, notre marque, si vous préférez. Les produits financiers, les activités de conseil, les publications économiques et statistiques que nous mettons à la disposition de nos clients sont complètement en phase avec leurs besoins. Troisièmement, et cela découle des 2 points précédents, notre statut de créditeur privilégié. En fait, la santé et la solidité financière de l'institution est primordiale pour nos actionnaires, qui sont aussi nos clients. Je voudrais aussi souligner la valeur élevée de notre capitalisation, notre fonds propres si vous le préférez, et enfin une gestion financière marquée du sceau de la prudence, mais pas de la défiance. Alors je voudrais revenir sur la capitalisation. Les fonds propres d'une banque conditionnent sa capacité à résister au risque, à l'amortir. Où en êtes-vous en termes de résistance au risque? Alors on peut voir à l'écran que les fonds propres à la fin de l'année dernière s'élevaient à environ 8,2 milliards de dollars. Alors ils servent principalement à assurer la couverture des risques encourus par l'institution suite à ces opérations. Alors environ 2 milliards de dollars servent à couvrir le risque souverain, soit des prêts directs aux États, ou soit des prêts garantis par les États. Environ 2,5 milliards servent à couvrir le risque non souverain, que ce soit sous forme de prêts, de garanties et de prise de participation. Enfin, un montant relativement plus faible couvre les risques des investissements de la trésorerie et aussi le risque opérationnel global de la banque. Il reste donc environ 3,5 milliards de dollars de fonds propres disponibles pour couvrir les risques à venir de l'institution. Alors je réagissais parce que dans votre portefeuille, on voit que la répartition du risque entre privé et public est inégale. Pourquoi? Oui, il faut faire un peu d'histoire. Si on se rappelle, l'institution a été créée au début des années 60, 1964 pour être précis. Et à l'époque, le principal outil financier que la banque mettait à la disposition de ses clients, c'était des prêts à long terme libellés en devises. La situation a beaucoup changé depuis et il est apparu qu'un développement du secteur privé est une condition nécessaire à une croissance économique durable. Et c'est la raison pour laquelle l'institution, au cours de notamment ces 5 dernières années,
a considérablement augmenté ses interventions dans ce secteur. Comme on le voit sur le graphe, à la fin de l'année dernière, ses engagements bilantaires dans son portefeuille de prêt s'élevaient environ à 3/4 public, 1/4 privé. Le montant des fonds propres, on l'a vu, est rassurant. Parlons de leur affectation. Vous avez parlé de politique prudentielle rigoureuse. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, laissez-moi illustrer mon propos en vous présentant deux ratios financiers que les agences de rating scrutent de manière extrêmement régulière. Alors, on va commencer par le ratio des fonds propres, on a déjà parlé. Alors, à la fin 2012, on voit sur le graphe que le taux d'utilisation des fonds propres, pour couvrir les risques encourus par la banque, s'élevait à 58%. Il restait donc 42% disponibles pour couvrir les risques à venir. Deuxièmement, parlons du ratio d'endettement, qui mesure en fait, ou qui rapporte le montant total de la dette et des emprunts de l'institution par rapport à une mesure des fonds propres. Alors qu'est-ce qu'on voit? Fin 2012, 50%. C'est encourageant. Mais plus intéressant, on voit qu'au cours des 3 dernières années, ce ratio a fortement baissé, grâce, encore une fois, au soutien indéfectible de nos actionnaires qui, vous vous rappelez certainement, Anne, nous ont accordé un triplement du capital en 2010. Vous vous devez aussi d'avoir suffisamment d'actifs liquides pour assurer vos opérations courantes pendant 1 an. Elles sont où ces liquidités? Sur quels instruments et à quel risque les placez-vous? Alors, sur des actifs financiers d'excellente qualité. Alors, on parle de quoi? Des dépôts bancaires à court terme, des émissions, des titres obligataires émis par les États, les organisations supranationales, les agences gouvernementales, voire les entreprises. Enfin, des obligations hypothécaires de meilleure qualité. Vous serez certainement intéressé de savoir qu'à la fin de l'année dernière, 95% de cette liquidité de précaution était notée 2A ou mieux. Et pour ce qui est de vos résultats, est-ce que la banque dégage des bénéfices? Alors, la banque est une institution de développement. Dès lors, son mandat n'est pas de maximiser son profit, mais de maximiser son impact sur le développement du continent. Ceci étant, on a vu que la banque est gérée de manière extrêmement professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis sa création, elle a dégagé des profits absolument chaque année. Ce qui, d'ailleurs, accroît l'effet de levier pour ces opérations. Et de quelle manière? Eh bien, qui dit profit dit augmentation des réserves, par incorporation, tout au moins en partie. Sur le graphe qui est projeté actuellement, c'est la partie verte, la partie dessus, n'est-ce pas? On voit aussi que ce graphe dénote une évolution du profit au cours de ces 5 dernières années plutôt stable. Le reste, qui n'est pas incorporé aux réserves, est immédiatement utilisé à financer des initiatives de développement. Par exemple, en 2012, un transfert de 54 millions de dollars au Fonds africain de développement, qui, comme vous le savez, est responsable du financement du groupe aux pays à revenus faibles. On résume cette première partie: des bénéfices réinvestis pour l'essentiel dans le développement, un bon niveau de fonds propres permettant d'amortir les risques, des stratégies prudentes, bref, une solidité financière reconnue. On en oublierait presque le contexte actuel de ralentissement économique mondial. Comment se porte l'Afrique en termes de croissance, par rapport aux autres continents? Très bien. Eh bien, en 2012, la croissance en Afrique a été de 6,6%. Alors, un niveau nettement supérieur, notamment à ce qui a été observé en Europe ou en Amérique du Nord, et un niveau, somme toute, équivalent à la croissance enregistrée par les pays émergents d'Asie. Vous serez aussi très intéressé de savoir qu'au cours de la période 2002-2012, 6 des 15 pays du monde qui ont connu la croissance la plus soutenue étaient situés en Afrique. Et quels sont les moteurs de cette croissance? Alors, vous pensez certainement à la hausse du prix des matières premières et des denrées agricoles. Exactement.
Eh bien, l'Afrique n'est plus seulement une histoire basée sur l'envolée des prix de ses produits. Une meilleure gouvernance, une meilleure gestion des grands équilibres macroéconomiques. Voilà le développement principal de ces 10 dernières années. Il a permis la croissance de la demande intérieure, avec une classe moyenne tous les jours plus nombreuse. Alors des flux de commerce plus soutenus, notamment en matière d'exportation, ont aussi été un facteur très important derrière l'accroissement de cette expansion économique. Un mot des perspectives. Quelles sont-elles au niveau de l'économie africaine en 2013, pardon? Alors nous nous attendons à une croissance de 4,8% en 2013, 5,3% en 2014. Alors ça c'est pour tout le continent. Évidemment, ça masque des disparités régionales. Si par exemple on regarde la croissance en Afrique subsaharienne, les prévisions sont plus élevées, 5,3% en 2013 et 5,8% en 2014. Je crois, si vous me permettez, il est intéressant de souligner que nous nous attendons aussi à une inflation modérée pour le continent cette année. On en revient à la bonne gestion macroéconomique. Alors, forte de ces prévisions, est-ce que l'Afrique remplira les objectifs du millénaire au 31 décembre 2015? Alors malheureusement, non. Si on rephrase, si vous me permettez de changer votre question, je dirais simplement que les perspectives économiques telles qu'elles viennent d'être développées ne sont malheureusement pas entièrement compatibles avec les objectifs du millénaire à l'horizon 2015. Il faudrait une croissance à 7%, voire 8%. Cependant, des progrès très importants ont déjà été réalisés, notamment au sujet de l'accès à l'école primaire pour tous. Aujourd'hui, 80% des enfants africains sont scolarisés. Et pour être précis, je devrais parler des garçons et des filles, ce qui est d'ailleurs un excellent indicateur du progrès dans le domaine du genre. Au niveau des déceptions, l'éradication de la pauvreté extrême et la diminution de la mortalité infantile restent malheureusement en deçà des prévisions et objectifs. Quelles sont, dans ce contexte, les priorités de la BAD sur le terrain? Alors c'est une question très intéressante, parce que figurez-vous qu'il y a juste 3 semaines, le conseil d'administration approuvait la nouvelle stratégie du groupe de la banque pour les 10 années à venir. On parle de la période 2013-2022. Alors, cette stratégie s'articule autour de 2 objectifs principaux. Premièrement, la croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance qui bénéficie au plus grand nombre, notamment en matière de création d'emplois. Deuxième objectif, une transition vers la croissance verte. Alors la croissance verte, c'est plus que la production d'énergie renouvelable et propre. C'est la bonne gestion des ressources naturelles. C'est le financement d'une infrastructure ou des infrastructures durables. C'est enfin développer la capacité du continent à résister à des chocs internes et externes. Concrètement, cela se traduit comment dans les opérations de la banque? Alors, ça se traduit par la sélection de nos priorités opérationnelles dans des domaines où la banque a fait preuve de son expertise, mais des domaines évidemment qui sont aussi en phase avec les 2 objectifs précités. Alors ces domaines sont le financement des infrastructures, le soutien à l'intégration régionale, le développement du secteur privé. C'est faciliter une meilleure gouvernance et une plus grande transparence. Enfin, c'est l'appui à la formation et à la technologie afin de développer les compétences et par là même faciliter l'accès au travail.
Justement, comment se répartissent vos interventions par secteur? Alors, si l'on combine d'abord nos interventions, nos opérations multisectorielles, qui sont en fait des appuis budgétaires aux États couplés à des réformes dans leur gestion macroéconomique, ainsi que nos interventions dans le secteur social et humanitaire, les deux font environ 28% du total. Les lignes de crédit aux banques africaines, 11%. L'appui direct au secteur de l'agriculture, 9%. Enfin, la plus grande partie, presque la moitié du total, c'est le financement des infrastructures qui, je souhaite le souligner, profite également et de façon indirecte au secteur de l'agriculture. Infrastructure, Pierre, pour être très clair, ça recouvre quoi exactement? Alors, le secteur des infrastructures recouvre 3 sous-secteurs principaux. Premièrement, la production énergétique. Souvent d'ailleurs, le financement de centrales éoliennes, solaires, hydroélectriques, voire géothermiques. Deuxièmement, le sous-secteur des transports, la construction de routes, de ponts, de ports, d'aéroports, voire même de fibres optiques. Et finalement, le secteur vital de l'eau. Alors, on parle bien sûr de la production d'eau potable, mais cela concerne aussi l'irrigation des cultures. Lorsqu'on prend ces 3 sous-secteurs dans leur totalité, ils représentent environ 2,7 milliards de dollars de financement en 2012. Je vous propose de voir tout de suite un exemple concret. Il s'agit de la route Bamako-Dakar. C'est très clair sur les photos. Nous avons l'avant, l'après. Et le projet a été primé, je crois, Pierre. Oui, l'année dernière, il a reçu le prix d'excellence du Trésor américain pour les projets ayant un grand impact sur le développement. C'est vraiment un projet exemplaire. Il a raccourci la distance Bamako-Dakar de 200 km avec une route bitumée qui facilite la circulation des biens et des personnes, avec un impact énorme sur l'intégration de la sous-région. Les denrées agricoles ont maintenant un meilleur accès aux marchés locaux. Les personnes peuvent atteindre plus facilement les dispensaires de soins. Enfin, durant sa construction, il a créé des milliers d'emplois. Et aujourd'hui encore, il occupe plusieurs centaines d'ouvriers dans les pays traversés pour en assurer l'entretien. Quand vous avez parlé de croissance verte tout à l'heure, on l'a bien compris, hein, on ne parle pas seulement d'écologie, mais aussi de croissance durable. Pourriez-vous nous donner quelques exemples dans le secteur de l'énergie, Pierre? Mais certainement. Alors nous sommes au Maroc et pas très loin d'ici. En fait, de l'autre côté de la merveilleuse chaîne de l'Atlas se trouve Ouarzazate. Et à Ouarzazate, la banque cofinance la construction d'une centrale solaire qui, lorsque la première phase sera terminée, aura une puissance de 160 MW. On parle d'ailleurs, après des phases successives, 5 phases paraît-il, que la puissance atteindra 500 MW. Il est aussi intéressant de souligner que cette centrale, à cause de son caractère, ou grâce à son caractère d'énergie propre, a bénéficié de 100 millions de dollars de financement des fameux fonds climatiques par l'intermédiaire de la banque, qui en est une agence exécutrice. Alors permettez-moi de vous présenter un deuxième exemple, le projet d'interconnexion électrique entre l'Éthiopie et le Kenya. Le Fonds africain de développement cofinance, avec la collaboration des autres bailleurs de fonds internationaux, la construction de lignes à haute tension d'une longueur de 1000 km, avec une puissance maximale installée de transport du courant de 2000 MW. C'est encore un parfait exemple d'intégration régionale. En effet, il permettra de mettre en valeur les immenses ressources hydroélectriques de l'Éthiopie, qui pourra d'ailleurs en exporter une partie. On s'attend à ce que
1,5 million de ménages supplémentaires pourront être raccordés au réseau. Et grâce à la substitution d'électricité produite à partir d'énergies propres plutôt que fossiles, on évitera l'émission chaque année de 7 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ces projets sont incontestablement ambitieux, mais les besoins de l'Afrique en matière de financement des infrastructures sont énormes. On parle de 30 milliards de dollars de déficit par an. Où les trouver? La BAD ne suffit pas, n'est-ce pas? Alors vous avez raison. Mais c'est la raison pour laquelle la banque propose la création du Fonds 50 Afrique, une nouvelle plateforme régionale qui sera d'ailleurs financée notamment par les pays africains. Elle sera dotée de capacités spécifiques qui visent à attirer des nouvelles sources de capitaux. Alors notamment une entité de structuration et de développement des projets pour les rendre éligibles au financement des grands fonds souverains africains et internationaux. Son activité sera complémentaire de la BAD, qui utilisera son expertise dans le financement des infrastructures et aussi le soutien des pays membres pour mener à bien cette initiative qui sera présentée demain par la direction au Conseil des gouverneurs pour leur considération. Je vous propose de faire un autre point d'étape. 1. Des perspectives de croissance prometteuses pour l'Afrique en 2013. 2. L'exploitation des matières premières n'est plus le seul moteur de la croissance. 3. La banque entend soutenir les projets capables de générer une croissance inclusive et durable. Vous nous en avez donné quelques exemples, Pierre. Enfin, elle cherche aussi à mobiliser les ressources financières du continent. Nous allons à présent poursuivre en anglais pour faire honneur aux 2 langues officielles de la Banque africaine de développement. Si vous le souhaitez, une traduction vers le français est disponible dans vos écouteurs qui ont été disposés sur les tables. So, some of the projects we've just been talking about are funded by the fund, others by the bank. Let's focus on the bank. What are its funding sources? If we look back at last year, in 2012, the bank has been a major intervenant in all segments of the capital markets. We have issued up to $3.8 billion at attractive rates. Now, to put this statement into perspective, the disbursements of the institution last year amounted to $3.4 billion. And when I mention attractive rates, I mean rates or cost-efficient funding at par with the core AAA regional development bank of this world. Can you be more specific about what global bonds are? Indeed, indeed. I should first go back to with a short description of the capital segments that we accessed last year. First, as you see on that pie chart, the funding strategy of the institution emphasizes diversification. You would certainly agree that by not putting all your eggs in the same basket, you are protected in time of financial crisis. And that's the rationale. Last year, we issued private placements, tailored issues to institutional investors, so-called Yuridashi transaction for faithful Japanese retail investor base. Some larger issues in domestic markets such as Australia. And then finally, to go back to your question, up to 40% of our borrowing program was issued in the global benchmark market or flagship program.
what does global mean? Actually, global means sold everywhere. We issue those bonds in minimum size of $1 billion. And thanks to its pristine creditworthiness, the bank attracts institutional investors of the higher caliber all across continents. I think the chart speaks for itself. The distribution of those bonds last year was truly global. We are especially proud of the participation of African central banks. This is a new phenomenon. African funds going back to finance the development of the African continent through the bank's conduit. So, who are these investors exactly? Those are institutional investors looking for a pickup in yield above US treasuries. If we go back to the largest bond ever issued by the bank in its existence, it was a 5-year bond, which we launched this year in January for a size of $1 billion. But it has attracted further investor interest. And it has been reopened 3 times since, to reach a total size today of $2.175 billion. 2/3 of that bond was sold to central banks and official institutions. The rest to bank treasuries, corporates, asset managers, and pension funds. What also attracted my attention is your growing presence on the Australian dollar market. Indeed. Actually, it constituted our second largest source of funds last year. 30% of the borrowing program was executed in the so-called kangaroo market, with a 10-year maturity $1 billion bond. We capitalized on this interest with another $500 million bond this year, which together with 2 other notes constitute so far in excess of 20% of a funding effort to date. But what this appetite for the Australian dollar? Well, it's a stable and resilient currency, offering some extra yield with respect to US dollar and euro. And one might expect that institutional investors are seeking exposure to a country, to a market of a country that has experienced over 20 years of uninterrupted economic growth. Another aspect is to be highlighted. It's your breakthrough on Ugandan capital markets, excluding South Africa. It's the first time the African Development Bank, I'll manage, issues bonds on a domestic African market. Why? Yes, indeed. I mean, last year we launched our first bond issue in the Uganda capital markets. And we immediately lend the proceeds to a local mortgage lender to refinance its Ugandan shilling denominated loans. And this is part of the rationale, actually. I mean, we have an increased demand from our clients for African currency denominated loans in order for them to mitigate foreign exchange rate risk. Issuing in those markets provide the necessary liquidity, but it also has a strong impact on their development with the appearance of a new, very creditworthy issuer providing welcome diversification to the local investor base. What's next, Pierre? Other countries? Yes, definitely. I mean, in line with our clients' demands, the next candidates are, and perhaps not in that order, Tanzania, Nigeria, Ghana, Kenya, and Zambia. To put it in a nutshell, 2012
was a good year in terms of fundraising, and 2013 should be even better with bond issues on several African domestic markets. Did I get it right, Pierre? Yes, you did. Now, there's a lot of talking going on about the African Development Bank's headquarters moving back soon to Abidjan. When is soon, precisely? Well, actually, the Governor's Consultative Committee endorsed a roadmap for a phased return to Abidjan. And that will be submitted to the Board of Governors that will consider it tomorrow. Having said this, the presence of the institution in Africa goes well beyond the location of its headquarters. We now have 34 field offices scattered all across the continent. They're responsible for the management of our local portfolio and also engaging with the local authorities for policy dialogue. We intend to open 4 new such offices this year. Ever closer proximity to our clients is a key driver that makes our institution the trusted partner for Africa's development. As it is widely acknowledged by leaders of Africa, as we can see on this slide. Thank you very much, Pierre, for this thorough presentation. Food for the soul, definitely. More details are available in the booklet you'll find online. You can also get some printed copies on your way out. Simon Misrahi will come later on stage to tell you about the impacts on the ground of the African Development Bank's work. But first, let's have a break. Enjoy your meal. Bon appétit.